Bonsoir, merci d'être resté pour cette dernière session. Je sais que c'est un petit peu compliqué, ce genre de journée. On prend des jets, on prend beaucoup d'informations, on est fatigué. On va essayer de remplir 2 promesses sur ce slot. La première, c'est une promesse que j'énonce habituellement. D'ailleurs, d'habitude, je mets un slide, mais je vais vous avouer quelque chose. C'est Nicolas qui a préparé les slides. D'habitude, je mets un slide en grand écran, no bullshit. On va essayer de ne pas faire dans le public reportage et vous raconter la vérité nue, crue. La deuxième promesse, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de relativement dynamique et agréable à écouter pour pas que vous vous endormiez. Moi-même, je commence à être un peu fatigué, comme je vous le disais. On pense à vous. Voilà. Ça vous va? Bien entendu, si à la fin de cette session vous êtes ennuyé, vous aurez le droit de nous le dire. On ne sera pas vexé. Je me présente, je m'appelle... Non, pas Henri. Ludovic Perrault, je suis actuellement des 2 studios Delivery Manager avec un passé, voire un passif d'agiliste. Je travaille au sein du studio depuis maintenant plus d'1 an et demi. Alors moi c'est Nicolas Josviac, ça fait quelques années maintenant que je suis chez Xebia. J'ai moi aussi un passif de développeur pour le coup, et encore à mes heures perdues, avec une tendance à faire du coaching craft et comme Ludovic, maintenant Delivery Manager au studio depuis 1 an et demi. Alors dans un premier temps, on va vous peut-être réexpliquer qu'est-ce que Xebia Studio. D'ailleurs dans la salle, qui connaît Xebia Studio? Un bon paquet. On a beaucoup d'amis, on a appelé la famille et tout. Donc, pour rappel et pour peut-être donner des chiffres, Xebia Studio, ça existe depuis maintenant 4 ans. C'est en une douzaine de projets par an. Ces 12 projets comptent environ une 50aine de Xebians. Donc j'insiste sur le fait, c'est une particularité sur le fait que ce sont des équipes entièrement constituées d'équipes Xebians. Bien entendu, parfois il arrive qu'on a aussi des équipes du client qui viennent travailler avec pour faciliter les choses, faire le passage de connaissances, etc. Une autre spécificité, c'est qu'on a un contrat agile. Donc j'y reviendrai un peu plus tard lors de la présentation, on va rentrer dans quelques spécificités. Parmi les clients, vous en avez sans doute vu au cours de cette journée, au cours des retours d'expérience. Donc pour en citer quelques-uns, on a Ingenico, AXA Bank, Europe Assistance, Arval et bien d'autres. Pourquoi Xebia Studio? Donc Xebia Studio a été créé avec la volonté de faire du logiciel autrement. En fait, vous avez sans doute déjà fait des projets au forfait, ça ne marche pas vraiment, c'est souvent voué à l'échec ou au plein de dépassements budgétaires, enfin que des promesses et on n'y arrive pas. Le credo, c'est de se concentrer sur le produit. En fait, chez Xebia, le projet Xebia Studio apparaît au second plan. On va se concentrer vraiment sur le produit. Généralement, on a une typologie de clients qui arrive, qui est assez classique, on va dire. Donc, ils ont des problématiques de refonte, voire de partir d'une feuille blanche pour refaire des applications avec un time to market très serré et des connaissances techniques qui ils demandent à être creusées ou à être challengées. Et c'est là où nous, on intervient. Donc on a acquis nos lettres de noblesse sur le marché. La preuve, beaucoup de personnes ici connaissent Xebia Studio, même si les dés sont un peu pipés parce qu'on a des amis. Mais quand même. Ensuite, on est reconnu aussi pour la compétence technique qu'on a. Donc on a une diversité de compétences qui fait qu'on peut lancer une armada de techos, répondre à tous les types d'architecture possibles et inimaginables. Et on y arrive. Et aussi, ça reste Xebia. Et comme vous le savez sans doute, c'est la qualité qui prime avant tout. Et donc tout ce qui est craftsmanship, etc., là aussi j'y reviendrai un peu plus tard, et vous l'avez sans doute vu au cours des présentations aujourd'hui qui sont très marquées, c'est la promesse qu'on fait chez Xebia Studio. Parlons un peu d'équipe. Pour délivrer nos projets, on a créé de toutes pièces un rôle qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le studio team leader. Le studio team leader, sur cette photo, selon vous, c'est plutôt Batman ou plutôt Alfred? C'est Batman. C'est un rôle schizophrène, hybride. Donc il y a du Bruce Wayne et du Batman. Pourquoi je dis que c'est un rôle hybride? C'est tout simple. Ces personnes-là recensent en définitive 3 types de responsabilités. Et c'est fortement inspiré de tout ce qui gravite autour de la littérature Scrum. Un studio team leader, c'est d'abord un Scrum Master.
dans le sens, c'est le facilitateur de l'équipe, c'est celui qui est garant de l'amélioration continue, c'est celui qui est garant de la levée de ce qu'on appelle communément les impédiments, les irritants qu'on peut en bon français. Bref, c'est le garant de la vélocité de l'équipe. En tant que le studio team leader, c'est aussi un proxy product owner. Si vous êtes un agiliste en toge, proxy product owner, c'est un rôle qui n'existe pas vraiment. C'est des choses qui agressent l'oreille. En l'occurrence, ce qu'on remarque, c'est que bien souvent, le PO, c'est le product owner, doit avoir la légitimité, le mandat, le pouvoir de décision. Et bien souvent, les personnes qui sont nommées PO sur les projets, et pas que les projets studio, hein, sur les projets en général, sont des personnes qui ont beaucoup de responsabilités et pas nécessairement la disponibilité pour faire le travail premier du product owner, à savoir être le garant du backlog. En amont et en aval de l'équipe de développement, ce qui signifie qu'on attendrait normalement d'un product owner qui écrive des user stories et qui les valide. Dans la vraie vie, ça se passe finalement assez rarement comme ça. Et le studio team leader, il intervient comme un coach de PO. Il est là pour aider le ou les product owners, parce que bien entendu, on peut aussi face à cette responsabilité, nommer plusieurs personnes, l'aider dans la définition du backlog, dans la définition du plan de release. Et on attend du studio team leader qui ait l'expérience nécessaire, suffisante, requise pour aider les product owners de nos projets studio. Et pour s'assurer qu'il ne s'embête pas, ce studio team leader, on attend aussi quelques responsabilités de chef de projet classique, à savoir être en mesure de faire les annonces, les projections, et de faire de la gestion de projet toute simple. Et à côté, il y a Alfred. Alfred, c'est Nicolas et moi-même. Notre perception du delivery management, on pourrait le traduire en français par direction de projet, c'est de prendre une posture de host leader ou de servant leader, dans le sens où le studio delivery manager, il est à la disposition des équipes et du studio team leader pour traiter ce qui n'est pas traitable à la maille de l'équipe. Tout ce qui entrave en définitive l'activité de l'équipe et du studio team leader, la responsabilité du delivery manager, c'est de le régler. Bien entendu, ça peut aller relativement loin et ça se fait en concertation avec son alter ego, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Son alter ego chez le client. Donc, en résumé, vous avez une magnifique diapositive de ce qu'est une équipe au sens un peu plus large, maintenant qu'on a bien défini quels sont les deux rôles spécifiques au sein du studio. Le studio, on est mu par un certain nombre de convictions. On est mu par une conviction forte, c'est qu'on va plutôt monter des petites équipes autonomes. Petites équipes autonomes dans le sens une Scrum Team ou une Cross-Functional Team, ce qui signifie qu'au sein de notre équipe, nous recensons toutes les compétences nécessaires au delivery du projet. Donc, j'ai déjà parlé du delivery manager. Il ne travaille pas tout seul, le delivery manager. Il a un alter ego du côté de nos bien-aimés clients, qui est soit un chef de projet, soit un programme manager. Il y a beaucoup de terminologie. En gros, on pourrait résumer ça derrière le terme sponsor. Le studio team leader, il travaille en direct avec un product owner ou un business owner. Les deux typologies sont utilisées selon nos clients et les préférences de chacun. Nous avons une équipe, et donc ce que je disais de cette équipe, c'était qu'elle était cross-fonctionnelle. Elle recense toutes les compétences nécessaires au développement d'un projet. Toutes les compétences possibles nécessaires, eh bien, c'est des développeurs avec certaines spécificités. On embarque des équipes d'experts, ça signifie qu'on peut avoir des développeurs mobiles, on peut avoir des développeurs full stack, on peut avoir des développeurs back. Bon, bref, il y a tout un ensemble de différentes expertises qui sont possibles. On travaille également avec des UX, UI. En gros, toutes les personnes qui sont en charge du design, de l'ergonomie de nos projets.
et on s'est embarqué au sein de notre équipe. Pour certains projets, notamment au hasard des projets data, on aime bien embarquer aussi un profil DevOps. C'est très simple, hein. Quel est l'intérêt d'embarquer un profil DevOps? C'est de pouvoir mener le projet de bout en bout, de l'idée jusqu'à la prod. C'est pas possible dans tous les environnements, hein. Je vais pas vous mentir, je vous ai dit il y a 5 minutes que je ne ferai pas dans le bullshit. Si je vous dis là, enfin, bon, bref, vous avez compris le message. Il y a certains environnements où on ne peut pas s'affranchir de ça, et en substance, il faut travailler main dans la main avec des équipes d'Ops. Le seul petit grain de sable que ça peut induire, c'est que ça ralentit le fameux time to market. Voilà. Et en face de notre équipe, bien souvent, on a besoin tout simplement d'un référent technique. Qu'est-ce qu'on met derrière référent technique? En fait, c'est un point de contact unique pour traiter tout ce qui doit être traité et qui a un lien avec le SI de nos clients. Le studio, ce n'est pas forcément une localisation. Certes, beaucoup des sujets sont développés dans nos locaux, au 156 boulevard Haussmann. Certains autres se font dans les locaux du client. Quand on travaille de chez nous, on a de toute façon bien souvent besoin d'un point de contact technique. Et maintenant, on va vous parler, on a choisi 5 leçons apprises. En définitive, ces leçons apprises, on pense que ce peut être des sources d'inspiration pour vos quotidiens, pour tout ce qui serait de l'organisation d'un plateau de développement avec de multiples équipes pour de multiples projets. Petite précision, ça ne va pas être exhaustif, il y en a plein d'autres, mais c'est comme Ludovic vient de le dire, c'est ce qui nous semble important lorsque vous démarrez des projets ou lorsque vous êtes en mode projet. Donc, leçon numéro 1, c'est le contrat, la contractualisation. C'est par là que démarre une relation avec un client. Donc, en fait, on va aller un peu plus loin. Nous, en fait, dans le contrat apparaît un état d'esprit. C'est un contrat agile. Donc, pour information, ce contrat agile a été fait par Xebia en 2011. Il y a un site internet dédié que vous pouvez télécharger et utiliser librement. Alors, il y a des clients qui acceptent de le signer tel quel, hein, comme disait Ludovic, no bullshit. Soit ils signent tel quel, soit on met des passages du contrat agile avec le client, on s'entend. Par contre, là où on est intransigeant, c'est sur vraiment l'état d'esprit agile. Que ce soit après du Scrum, Kanban, Scrumban, c'est mis au second plan, c'est du détail qui apparaît lorsque le projet est mis en place. Deuxième, autre point, c'est qu'on ne va plus forcément rentrer dans une relation de client-fournisseur, on va parler de partenaire. En effet, tout est transparent, on se dit tout, on se parle de budget, on parle d'équipier, on parle de crise. Souvent, il y a des crises à gérer, hein, je ne vous apprends rien. Et vraiment, Parfois. Ça arrive parfois, effectivement. Mais qu'on se le dise, il faut le faire. Et du coup, on se le dit franchement, on s'assoit autour d'une table et on en parle franchement. Autre point aussi, c'est on s'engage sur un périmètre, mais qui est mouvant. C'est bizarrement dit, hein, comme ça. Mais en fait, là où le forfait a des échecs, c'est qu'on s'engage sur un périmètre budget, et souvent ça a des dérives. Nous, on se dit, là, on a un périmètre, on se met d'accord pour commencer. Sauf que on se fait la promesse entre partenaires que si vous voulez ajouter des fonctionnalités, en modifier, voire en enlever, si on en enlève, on peut en ajouter d'autres. En fait, c'est garder une sorte de taille de périmètre plutôt fixe, ou alors on en discute s'il faut trouver du budget, etc. Donc il y a cette promesse-là qui est faite. Et autre point sur lesquels Xebia Studio s'engage, ce sont des indicateurs. Donc on a des indicateurs qualitatifs. Donc qualitatif, ça va être sur de la couverture de code, l'intégration continue, de la calimétrie, etc. Donc on a vraiment des chiffres qu'on montre régulièrement lors des démos, des comités de pilotage. Et aussi, on a des indicateurs un peu plus subjectifs, comme la satisfaction du client, la motivation des équipiers. C'est quelque chose qu'on monitore au quotidien pour travailler dans un esprit serein et encore une fois, de partenariat efficace. Deuxième point, donc, qui dit projet dit forcément architecture derrière. Donc, pour vous parler de ça, on a pris 2 exemples de Rex. Donc, vous avez sans doute vu un Rex aujourd'hui de GS1, peut-être. Je rappelle rapidement le contexte. GS1 est venu nous voir avec un time to market très fort. Le fonctionnel était de générer des codes produits et des codes barres associés, pouvoir exposer à travers une API tout ça et faire de la détection de fraude, se connecter à un autre système interne, etc. Bref, là où je veux en venir,
c'est qu'avec toutes ces idées-là, et encore une fois un time to market fort, on a dû être assez efficace sur l'architecture. Et là, on leur a proposé de partir sur Amazon, donc qui propose tout un tas de services managés. On en a utilisé pas mal. Ça permet de démarrer très vite et aussi à faible coût. Pour la phase de présentation, on est parti sur du Angular. J'ai envie de dire c'est du plutôt classique. Autre retour, Ingenico. Donc pour les personnes qui étaient présentes l'année dernière à la Xebicon, il y a eu un retour d'expérience avec Ingenico qui est beaucoup plus détaillé. Je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail, je rappelle juste le besoin fonctionnel. Le besoin fonctionnel d'Ingenico, ils sont venus nous voir là aussi pour nous demander de refaire une partie de leur système d'information. En quoi ça consiste? Ça consiste à capter les événements qui se passent entre un terminal de paiement où vous payez avec votre carte bleue jusque la banque. Et entre ces deux intermédiaires, il y a les marchands. Les marchands souhaitent connaître les montants qui sont dépensés dans leur magasin, savoir les types de clients qui reviennent souvent, etc. Ça se résume à faire du reporting et de l'alerting au quotidien. On a proposé tous ces outils pour répondre à ce besoin fonctionnel-là, parce que derrière, il y avait d'autres problématiques plus techniques qui étaient principalement d'avoir de l'élasticité, résilience très forte. Il fallait que le système doit tomber en panne que1 heure par an, donc c'est très fort et performant. Et aussi, petite anecdote, ils nous ont demandé à ce que le SI soit plus moderne. Donc là, comme pour ceux qui connaissent les technologies, ils ont été servis. Mais encore une fois, ça peut paraître buzzword, on se fait plaisir. Non, non, c'est vraiment un besoin fonctionnel. On s'est raccroché au besoin fonctionnel. Cette architecture, elle a été faite au fur et à mesure, c'est-à-dire que la première proposition, il n'y avait pas toutes ces technologies-là. Ça s'est fait au fur et à mesure des besoins fonctionnels qu'on a creusés avec Ingenico et aussi suivant la maturité des technologies. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces technologies-là, donc vraiment, ça a mis du temps. Là où je veux en venir avec ces deux retours d'expérience, c'est la notion de craftsmanship. Chez Xebia, comme vous le savez sans doute, on est très attaché à cette notion, d'où pas mal de rex, de découvertes de technologies sur le craftsmanship. On est reconnu sur le marché pour faire ça niveau développement, choisir le bon outil pour répondre aux bons besoins. On s'attache aussi à le faire niveau architecture. Comme je viens de le dire, on cherche vraiment à comprendre les besoins du client et proposer l'architecture adaptée pour répondre à un time to market qui est souvent très très fort et qui va perdurer dans le temps. Et aussi être assez efficace pour répondre aux attentes des utilisateurs finaux. Le but, c'est, comme je vous disais, c'est vraiment réfléchir en termes de produits, et c'est là-dessus qu'on se concentre absolument. Autre sujet, budget. Comme je vous apprends rien, hein, c'est comme dans votre vie privée, hein, il faut savoir gérer un budget comme vous gérez un budget avec votre famille, sans doute. Alors, on a plusieurs typologies de clients chez Xebia. La première typologie, on a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, j'ai un budget de temps, je souhaiterais refaire mon application ou faire une application from scratch. Ok, très bien. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est un atelier de story mapping. Donc story mapping, très très rapidement, ça consiste à lister les grosses fonctionnalités de manière macro, détailler légèrement. Et ensuite, avec des équipes techniques de Xebia, on s'assoit autour d'une table, on fait des estimations grosse maille et on propose un budget approximatif. On en discute avec le client, on définit un premier périmètre et on fait des itérations avec des démos, etc. Une autre typologie, c'est le client qui arrive un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le Rex d'Europe Assistance, ils ont des idées, ils ont trouvé un marché, le budget, ils sont en train d'y réfléchir, mais c'est assez vague. Du coup, ils viennent nous consulter. On fait à peu de choses près le même genre d'atelier un peu plus approfondi sans doute pour les aider à aller un peu plus loin, pour creuser vraiment leurs besoins. Et on arrive avec une enveloppe et on se met d'accord et on itère aussi là-dessus. Tout ça pour dire qu'on a une relative maîtrise du budget. C'est par le biais aussi de comités de pilotage qu'on fait tous les mois avec nos clients. On prend une photo, on voit ce qui a été consommé. Et on voit si on peut adapter le périmètre, s'il faut réduire, s'il faut renforcer des équipiers. Donc on n'a pas de recette miracle, hein. Bien entendu, il y a souvent des cas difficiles à gérer, enfin, parfois, pardon. Et c'est assez... mais généralement, vu qu'on est dans une relation, encore une fois, de partenaire et on se dit les choses, vraiment tout se passe bien. Tout se passe bien et du coup, au niveau budget, on peut se dire qu'on maîtrise assez bien les budgets sur les projets studio. Je vais maintenant vous parler de communauté de pratique. Les plus agilistes d'entre vous savent probablement ce que c'est. En définitive, dans tous les plateaux de développement
un peu avancées. C'est des choses qui ont déjà cours, notamment sur tout ce qui est ce que vous entendez quand vous entendez parler d'agilité à l'échelle. Pour pouvoir couvrir des besoins de synchronisation, de montée en compétences, l'arme absolue, c'est de mettre en place des communautés de pratique. Nous en implémentons certaines. En l'occurrence, nous avons une communauté de pratique Studio Team Leader. No bullshit, c'est-à-dire une communauté, c'est quelque chose de vivant, ça vit, ça meurt, ça se met en pause. Typiquement, on a eu une première tentative de communauté de pratique spécifiquement sur les Studio Team Leader qui n'a pas fonctionné l'année dernière. Et puis on a réessayé à un autre moment où on avait peut-être un peu plus de temps consacré, où on était plus motivé pour le faire. Et ça a très bien tourné pendant 6 mois et ça a eu énormément de vertus. Les vertus que ça a, c'est très simple. Je prends l'exemple de la communauté des Studio Team Leaders, mais en définitive, des communautés de pratique, il y en a aussi pour la mobilité. L'énorme avantage qu'on a grâce au studio, c'est de concentrer un grand nombre de personnes plutôt compétentes dans leur domaine. Et il serait dommage de ne pas tout mettre en œuvre pour que ces personnes aient des occasions régulières de se challenger, de s'entraîner, de s'entraider. C'est des choses qui fonctionnent bien. Et spécifiquement sur la communauté de pratique des Studio Team Leaders, c'est aussi un moyen de partager et de réfléchir collectivement à des problèmes de la vie quotidienne. De la même manière que vous aurez dans d'autres environnements des communautés de pratique de Scrum Master, voilà, vous pouvez, durant 1 heure, toutes les 2 semaines, partager un souci et réfléchir collectivement. Et bien souvent, l'intelligence collective permet d'obtenir de meilleures solutions, de s'ouvrir les chakras et de trouver des pistes qu'on n'aurait pas trouvées seul sur son projet. C'est aussi un moyen de faire bénéficier les uns des autres des différentes expériences. Nous avons une certaine versatilité d'expérience. On a des développeurs très capés, des développeurs un peu plus en début de leur expérience professionnelle. Il n'y a pas de raison que... pourtant, l'information, elle va dans les deux sens. L'apprentissage, c'est bilatéral. On peut toujours apprendre du regard candide de quelqu'un d'un peu plus junior. Ces communautés de pratique-là, elles permettent cela. C'est un autre moyen de partage de connaissances. Et puis, sur des projets qui mettent en œuvre des architectures proches, ça permet aussi de s'astreindre d'éventuels murs. Voilà. Il y a un projet qui est dans une étape de sa vie beaucoup plus avancée qu'un autre. Il peut faire bénéficier, les équipiers peuvent faire bénéficier de leur expérience à leurs collègues. Je prends juste l'exemple en parlant de communauté de pratique. On a eu l'exemple typiquement avec une communauté architecture réactive qui pendant une période, un projet était plus avancé que l'autre. Du coup, ils se sont vus pendant quelques temps, ils ont échangé. Après, ça a divergé un petit peu et du coup, ça fait partie de ces communautés qui se sont arrêtées. Mais ça a été le cas pendant quelques semaines. C'est juste un moyen de faire de l'amélioration continue et nous, on est très à l'aise avec l'idée de tester des choses. On les teste, ça fonctionne, c'est super, ça ne fonctionne pas, on en prend le parti. Oui, alors ça fait partie des quelques slides auxquels j'ai participé. J'aime bien mettre des photos de sport en plein écran. Le passage de témoin, de quoi j'ai envie de vous parler via ce slide, c'est tout simple. Le studio Exebia en général, on est plutôt des bootstrappers et on n'a pas pour objectif de perdurer. On aime mettre en place des architectures state of the art. On aime mettre sur d'excellents rails des projets. On n'a pas pour ambition de rester 2 voire 3 ans sur un sujet donné. Et du coup, il faut savoir comment faire un bon passage de compétences. Donc on pourrait imaginer qu'on est le coureur de l'équipe de France qui va passer le relais à l'autre coureur. Vous inquiétez pas, hein, il est super crispé, mais ça va bien se passer. On ne croit pas au passage de compétences via de la doc interposée. Si je prends un vocable un peu désuet, enfin peut-être désuet, pour faire de la bonne réversibilité, si on fait ça juste par des documentations et 1 mois on va se voir 2-3 fois, on considère que ce n'est pas le moyen de donner toutes les chances à notre client ou alors au prestataire qu'il a choisi pour reprendre un sujet, et bien tout simplement de réussir
à reprendre ce sujet. Donc on prend le parti d'embarquer des équipiers très en amont sur des périodes plus ou moins longues. Mais typiquement, dernièrement, on a eu à faire la réversibilité d'un ensemble d'applications mobiles pour un de nos clients. On a fait le choix de le faire sur tout le courant entre début juin et début septembre. Et ça s'est fait en mode, les équipiers de notre client sont nos équipiers. On les accueille comme si c'était des Xebian. Ils pairent avec nous. S'ils ne sont pas à l'aise avec certaines bonnes pratiques de développement, on les forme. De cette manière, on n'a pas une grosse documentation à produire. Ça tombe bien, on n'aime pas trop ça. Mais surtout, les personnes qui seront amenées à maintenir et faire évoluer ces applications, elles ont toutes les chances de bien le faire. Et elles nous remercient pour ça, en fait. Je me permets juste de compléter. Et même parfois, il y a certains partenaires qui nous demandent de faire les recrutements pour eux, pour trouver les bonnes personnes dans leur équipe, parce qu'ils ont confiance en notre technicité, en nos compétences. C'est vrai. Parlons un petit peu d'amélioration continue. Je vais essayer d'être synthétique parce que sur ce sujet-là spécifiquement, croyez-moi sur parole, je peux faire une demi-heure. L'amélioration continue au studio, elle se matérialise de la manière suivante. On n'invente rien, mais on s'inspire, on a plutôt des bonnes sources d'inspiration. Connaissez-vous Henrik Niebuhr? Oui, non? Oui, bon, vous le connaissez. Henrik Niebuhr, c'est un Suédois. C'est un agiliste reconnu, je pense, mondialement. Il a accompagné Spotify. Il s'amuse actuellement à accompagner Lego. C'est quelqu'un de plutôt compétent. Quand il a été chez Spotify, avec l'équipe des coachs agiles, ils ont inventé, il me semble, ce qu'ils ont appelé le Squad Health Check. Ce Squad Health Check, c'est en définitive un modèle qui vous permet assez facilement de sonder. Alors, l'utilisation qu'ils en avaient, c'était sonder la maturité agile des équipes de Spotify. Ils ont déterminé une dizaine de critères. Et pour noter ces critères, collectivement au sein des équipes, un petit peu à la mode du planning poker, ils demandaient aux équipes de qualifier leur maîtrise avec un vote très simple que n'importe qui comprendrait, même des enfants de 7-8 ans, le vote des feux tricolores. Vert, je suis un moine Shaolin dans la matière. Orange, je ne maîtrise pas, mais il n'y a pas vraiment urgence à améliorer quoi que ce soit. Rouge, ça ne va pas du tout et il faut tout de suite prendre des actions pour améliorer la situation. Nous nous sommes inspirés de ce modèle-là pour construire le studio Health-Check. Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait de manière collective et étrangement par le biais de la communauté de pratique des studios team leaders. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça d'un arbre. On a itéré, ça nous a pris, je pense, entre 3 et 4 sessions d'1 heure pour identifier quels étaient nos 12 critères qui nous paraissaient pertinents pour sonder en définitive l'état de santé d'un projet studio. Et cet outil-là nous permet en définitive 2 choses. Facilement, donc là l'image vous ne le voyez pas forcément, mais chaque colonne c'est un projet, chaque ligne c'est un critère à inspecter. Et du coup, de manière extrêmement visuelle et pratique, vous pouvez avoir un état de santé de multiples projets. Ça, c'est le premier objectif que ça remplit. Le second objectif que ça remplit, c'est que ça permet quelque part d'avoir une feuille de route pour n'importe quel studio team leader. Ça lui donne un ensemble de choses que devrait remplir dans un monde idéal un projet. Quels artefacts doivent être en place, le management visuel, comment je m'y prends, les cérémonies ont bien lieu, le copil a bien lieu. L'idée n'est pas de viser une standardisation, je pense que ce serait assez peu agile. Par contre, l'idée c'est de d'avoir une photo fidèle de la réalité, tout simplement. Quelques mots sur la manière dont nous pilotons actuellement cette douzaine de projets studio. C'est en définitive assez simple. Certains penseraient même que ce serait frugal.
Les delivery managers ont un premier niveau d'information tout simple. On ne l'a pas encore dit, mais on est, dans la plupart des projets, on est fortement inspiré de Scrum. On a des itérations de 2 semaines. Il y a un sprint planning en entrée, des daily Scrum tous les jours, une démo, une rétro en fin d'itération. Le delivery manager, s'il veut avoir de l'information, il suffit d'aller la chercher sur le terrain. Le minimum, c'est d'assister à la démo et à la rétro. C'est un premier niveau d'information. Le second niveau d'information, c'est des interactions avec les équipes. Demander tout simplement comment ça va. C'est ce que on pourrait ranger ça derrière le sigle MBWall, Manage by Walking Around. Au-delà de ça, nous avons des points de contact mensuels avec le sponsor. C'est classiquement un copil. C'est assez léger. Et le dernier point qui nous permet d'assurer un pilotage qui tient, à notre avis, la route pour le studio, c'est que de manière hebdomadaire, on a ce qu'on appelle le point studio. Le point studio qui y participe, Nicolas, moi, Thibaut Cavin, le responsable du studio qui est caché juste là. François Laurin, le monsieur là, le commercial dédié au studio là, et Christophe Ebès, le CEO de Xebia. À quoi sert ce point? C'est tout simple, c'est un point d'escalade. Grâce à un outil totalement révolutionnaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle Trello, nous pouvons partager les sujets que nous estimons, dont nous estimons qu'il est urgent de s'intéresser à 5 cerveaux plutôt qu'un. De cette manière, le delivery manager en charge de ce projet-là n'a pas à être omniscient. On n'attend pas de lui qu'il ait réponse à toutes les questions. Et généralement, à 5, jusqu'à présent, on n'a pas été mis en défaut. On a toujours trouvé solution à nos problèmes, même les plus pimentés. Parfois. Alors, on va conclure. Comme le disait Ludovic tout au long de cette présentation, ce sont les points qu'on vous a expliqués, les détails, etc. Ce sont des choses qu'on a construites au fur et à mesure du temps. Ça fait 1 an et demi qu'on est delivery manager. On a remis en question beaucoup de choses qui étaient déjà en place, qui existaient. On a évolué, on a fait évoluer des pratiques. Ça s'est amené à encore évoluer avec le temps. Ça se trouve, l'année prochaine, on va se retrouver là, j'espère. Et on va se dire, bah non, on a encore changé des choses. L'amélioration continue, il y a eu ça entre-temps. Enfin, vraiment, le fameux point studio qu'on se fait à 5 cerveaux permet en l'occurrence de faire ça. L'Exebian aussi, au studio, nous donne du feedback, nous aide à améliorer tout ça. Donc vraiment, on va de l'avant. Et je vais aller à l'encontre de ce que j'ai dit il y a maintenant environ 31 minutes. Je vous ai dit, on ne fera pas dans le public reportage, c'est la séquence publicité. Je voulais... Oh, vas-y. Voilà, quelques Xebians ont participé à la construction de ce Tech Trend. Le Tech Trend, quelque part, c'est notre implémentation du livre blanc. Donc il est tout chaud, il est tout beau. Le Tech Trend de Studio, il est sorti aujourd'hui. Il est bon, mangez-en. Juste aussi, donc du coup, dedans, quelques détails. Vous retrouvez pas mal de points qu'on a expliqués, mais qui vont plus loin. Il y a beaucoup de rex, il y a beaucoup notamment sur les rôles qui peuvent paraître un peu encore obscurs pour certains ou certaines. Et il y a un dernier point aussi sur lequel donc ça fait partie de notre amélioration continue. Il y a beaucoup de clients qui commencent à venir nous voir pour nous demander comment est-ce qu'on peut monter un studio chez eux. Donc on commence à se pencher dessus pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut proposer une offre chez les clients, notamment chez les grands clients, qui nous disent bah, c'est bien ce que vous faites, moi j'aimerais bien le faire, par exemple à la Société Générale, j'aimerais bien faire des plateaux de studio. Qu'est-ce qu'il me faut comme compétences, qu'est-ce qu'il me faut comme personne, expliquez-nous comment vous gérez votre budget, etc. Donc c'est une prochaine étape où on travaille ensemble avec toute l'équipe studio. Ah oui, effectivement, il y avait une slide pour ça. C'est fou, hein. Je me souvenais pas. 33 minutes 51. Merci. Avez-vous des questions ? Oui, bonjour. Je voudrais peut-être revenir sur le contrat agile, où il y a des choses que j'ai pas forcément bien compris. Est-ce que vous engagez sur une vélocité ? Vous avez parlé d'un engagement sur un périmètre.
quel est en fait l'engagement de productivité que vous prenez, si vous prenez un engagement de productivité? Alors, dans le contrat agile, pour être tout à fait transparent, on parle de productivité, vélocité. Dans les faits, c'est compliqué à respecter, puisque effectivement, si on prend une équipe type qui démarre, elle va avoir une vélocité de 20 points. Il se trouve qu'il faut changer d'équipier, il faut changer d'équipe pour diverses raisons. Bah, la vélocité va bouger. Du coup, on ne peut pas garantir ça. Il y a des événements externes qui font que c'est difficile. Et du coup, bah, ce que je dis, c'est là où le fait d'être en partenariat avec le client fait qu'il y a une productivité sous-jacente entre nous. On se met d'accord du moment que ça avance suffisamment vite et bien pour le partenaire, ça nous suffit. Et c'est une relation de confiance. Hein. Clairement, c'est contractuel au début, mais au fur et à mesure, on établit cette relation. On est tellement transparent et tellement à l'aise avec cette question que je vais la compléter de cette manière. La vélocité, c'est un indicateur. À partir du moment où ça devient un objectif, ça cesse d'être un indicateur. Merci Arnaud Brachetti. J'ai pas compris, c'était quoi l'occurrence du point studio? L'occurrence? Ouais. C'est-à-dire à quelle fréquence? vous... Une fois par semaine. 1 heure, une fois par semaine. Voire 45 minutes. Voire 1h30 parfois. Une question sur les communautés de pratique, c'est top, c'est bien, on en met plein en place, mais malgré la motivation des gens, malgré le temps qu'on leur alloue, de temps en temps, ça se met en pause, ça s'arrête. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques ou des petits tips pour... Alors, ça passe par une personne qu'on nomme, qui veut bien porter la communauté et qui va motiver les gens, inscrire les calendriers, relancer les gens, etc. Donc effectivement, il y a des fois ça marche, ou des fois ça ne marche pas, hein, c'est déjà arrivé. Mais en l'occurrence, ces derniers temps, les dernières tentatives qu'on a faites, vraiment en prenant des gens qui étaient motivés, il y a même des personnes qui sont venues nous voir, hein, d'Exebian, vont nous dire « j'ai envie d'animer la communauté d'eux-mêmes, sans qu'on les relance ». C'est ce qui s'est passé par exemple, pour la communauté Android. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. Pour compléter, quelques tips, vraiment terre à terre. Hein. Ce qui a bien fonctionné, notamment sur la Studio Team Leader, qui m'intéressait au plus haut point, hein, pour être clair, on avait un Trello, on avait un ordre du jour, on avait une personne qui était particulièrement intéressée dans sa réussite, moi-même. Donc clairement, quelques jours avant, je m'assurais que les personnes, si elles avaient à préparer un petit support, l'avaient fait. On avait un ordre du jour. On avait systématiquement 2 voire 3 sujets à traiter en 1 heure. Donc il y a foultitude de choses, de tips and tricks. Pour compléter ça, c'est pas un tech trend, mais il y a un petit livre blanc qui a été écrit par les agilistes de Xebia, qui s'appelle Les communautés de pratique en pratique, qui va bientôt sortir et qui en 30 pages traite ce genre de choses. Teasing. Une autre question qui concerne en fait les clients avec lesquels vous travaillez. Vous avez une façon de travailler qui est très agile, une organisation très particulière. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver confronté à des clients qui n'ont pas cette organisation-là et qui ont du mal en fait à s'adapter, ou en fait où il y a du mal à communiquer entre le studio et le client, quoi? Si, effectivement, alors ça reste des cas d'exception, mais ça arrive, oui. Ce qu'on fait, c'est que on introduit de l'agilité tout doucement. On essaie de les sensibiliser, on propose des formations, jusque des formations. Hein. Donc là, soit on le fait, Ludovic ou moi, soit on fait appel à des coachs agiles de chez Xebia pour quand il faut monter, aller plus haut. Donc parfois, ça prend du temps. Parfois, on trouve une solution entre deux, c'est-à-dire que c'est de l'agilité un peu bancale, hein, qu'on se le dise, mais on arrive. Mais encore une fois, c'est cas d'exception. Généralement, les partenaires jouent le jeu. Enfin, ils viennent nous voir pour ça surtout, en fait. Et puis après,
si les choses doivent bien se passer, elles se passent bien plus ou moins dès le début. En fait, les premières itérations dans ce genre de contexte-là, elles sont assez cruciales. Si on prouve que nos convictions sont les bonnes et qu'elles fonctionnent, il y a un phénomène d'embarquement quand même. Après, pas systématique, on ne va pas se mentir. Petite question toujours pour ce contrat, parce que qu'est-ce que c'est le commitment? Qu'est-ce qui se passe par exemple si l'équipe ou ses clients, si c'est nécessaire, pour changer le scope, changer la story? Parce que si je comprends bien, au début du projet, vous définissez la story des choses à faire. Qu'est-ce qui se passe si tu découvres quelque chose de nouveau, si c'est logique de changer la direction? Est-ce que vous êtes committé sur la taille totale de story? Est-ce que vous pouvez changer la story, prendre la story la même taille? Ouais, ça, c'est du cas classique de trade-in, trade-out. En substance, la voie qu'on ouvre, l'option qu'on ouvre, c'est entendu quelque chose. Vous avez détecté un besoin qui vous paraît plus prioritaire que ce qu'on a embarqué, et éventuellement même jusque déjà dans le sprint. Aucun souci, on va estimer de manière relative la taille de ce nouveau besoin, et puis on va avoir un arbitrage. Ce qui rentre à un certain poids, et de manière équivalente, on va sortir quelque chose d'autre, de moins prioritaire. Non, la qualité n'est pas... Alors, dans les cas, enfin, la définition classique coût, qualité, délai, notre parti pris, c'est qu'on ne discute pas de la qualité. Voilà, c'est un intangible. Donc, ça signifie que le projet, il a une variable d'ajustement. Soit c'est le délai, soit c'est le périmètre, tout simplement. Et justement, quand vous démarrez sur un nouveau contexte, un nouveau client, un nouveau projet, comment vous gérez cette première phase où il faut quand même évaluer une complexité globale pour arriver après à s'entendre sur du trade-in trade-out? Assez simple. Donc, le studio team leader est là pour faire émerger un backlog qui ne va pas aller dans la précision. Donc, dans un premier temps, ça va être des intitulés de besoins. Adossé à ça, si c'est une application avec du front, des maquettes. À partir de là, c'est l'équipe, et c'est seulement l'équipe qui fait de l'estimation. On commence à récolter une échelle de complexité, pour dire les choses telles qu'elles sont. On fait tourner 3 sprints. Ça, c'est le cas le plus classique. Et à l'issue des trois premiers sprints, on mène un atelier qu'on appelle magique estimation, qui n'a rien de magique en soi, c'est juste l'intitulé. En substance, c'est une estimation rapide de tout le backlog qui a été identifié alors, avec la nuance que l'estimation n'est pas un engagement pour l'équipe, bien entendu, c'est des estimations relatives. Je ne vais pas vous faire un cours de planning poker, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et à partir de là, on a donc cette première... en définitive, on a une première estimation pour toutes les stories, et on est capable de faire ces arbitrages. Non, la contractualisation, elle démarre au premier sprint. Mais c'est entendu, en définitive. Typiquement, chez un client qui ne nous connaît pas, c'est explicite, on leur explique la démarche dès la phase d'avant-vente. Et après, libre à lui de prendre ou de ne pas prendre. Comment vous procédez quand vous avez des clients chez lesquels il y a une forte obsolescence en fait, de matériel, de logiciels, et avec parfois même une perte de connaissances, et donc qui peuvent vous freiner en fait dans la mise en place de vos solutions? Comment est-ce que vous prenez ce genre de contexte en compte? Je ne sais pas ce que vous mettez derrière forte obsolescence. J'imagine par exemple avec des bases de données qui sont obsolètes, du vieux DB2, avec du mainframe, avec des choses comme ça, et qui veulent quand même mettre en place un projet agile. Je ne vais
il n'y a pas de lien entre obsolescence des technos et agilité, hein. On peut tout à fait faire de l'agilité dans ce genre de contexte. Par contre, pour être tout à fait transparent, enfin moi, j'ai pas le retour d'expérience d'un environnement si extrême entre guillemets. Enfin, juste, je vais ajouter, il y a quand même, on a deux têtes comme ça rapidement. On n'a pas de partenaires avec des vieilles technologies, on va dire entre guillemets. Par contre, on a des partenaires qui ont, par exemple, du Postgre avec des requêtes très complexes. Enfin, fonctionnellement, c'est très lourd. On n'a pas cette connaissance, on n'a pas tout ça. C'est là où on mélange, on va dire, des équipes Xebian avec des équipes du client. Donc il y a des développeurs qui font partie de l'équipe de l'équipe studio. Et c'est là où on pallie à ce manque, entre guillemets. Ça répond à votre question ? Je voudrais juste réagir sur le mélange d'équipes que vous faites, hein. Et en fait, je suis confronté à ça chez un de mes clients, qui est, vous arrivez quand même à maintenir un engagement, alors on n'a dit pas sur la vélocité, mais sur un certain nombre d'indicateurs de qualité, alors que Xebia ne maîtrise pas la totalité de son équipe, quoi. Alors, en fait, là aussi, on est très clair avec le client. Quand on propose ce dispositif, c'est des personnes qui sont prêtes à adhérer à la culture, ou alors on les challenge fortement, bien entendu. Parfois, il y a des ratés. Donc, on change le casting, hein, très clairement. C'est déjà arrivé. Hein. Ou parfois, on fait avec, ce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on arrive à trouver des solutions. On arrive quand même à trouver au mieux, enfin au pire, un entre-deux. Mais quand même, encore une fois, les personnes jouent le jeu, parce que vu qu'il y a quand même une certaine culture au sein du studio, on est vite emporté dedans. Après, je comprends à quoi tu fais allusion en définitive, Arnaud. Effectivement, on se met dans une situation où, en définitive, on aurait les arguments tout cuits pour fuir nos responsabilités. C'est ça, hein, c'est dans ce cadre-là. En l'occurrence, on n'a pas été mis en difficulté par le passé dans les équipages mixtes. Je ne sais pas trop comment on y arrive, honnêtement. Hein. Je pense que le fait de montrer que le projet ou le produit avance toutes les 2 semaines est extrêmement rassurant, et que dans certains cas, ça peut être suffisant en guise d'engagement. Il y a aussi le phénomène, ça reste Xebia quand même, et du coup, quand il y a des développeurs qui sont chez le client, on leur propose de sortir un peu de leur environnement, où ils sont parfois enfermés depuis quelques temps, ils voient que ça avance pas, ils disent c'est génial, c'est une opportunité pour moi, je vais apprendre avec des gens compétents, parce que Xebia est connu quand même, et du coup, ce serait dommage de louper l'occasion pour beaucoup d'entre eux, en fait. C'est un peu la logique aussi. Du coup, on a fini, j'ai l'impression. Ouais. Merci.